Bonjour Éric Fassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Votre travail porte sur les questions raciales et sexuelles. Et vous avez une spécificité par rapport au monde universitaire, c'est que l'actualité constitue une matière première de vos recherches. Vous êtes par exemple intervenu lors des débats sur le Pacs et sur le mariage pour tous récemment. Vous avez réagi à la polémique suscitée par le spectacle Exhibit B autour de la représentation du racisme et au procès de Manuel Valls qui avait évoqué, je le cite, la vocation des Roms à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Vous n'êtes donc pas de ceux qui se réfugient dans l'ombre de leur bureau et répugnent à s'exposer dans les médias. On connaît votre voix et votre visage car vous passez régulièrement à la radio ou à la télévision. Et si l'on vous invite, c'est aussi parce que vous savez être réactif, jouer des codes médiatiques, synthétiser votre pensée en peu de mots, argumenter en des termes simples. Ces interventions publiques font partie intégrante de votre démarche. Et ce qui nous semble ici particulièrement intéressant, c'est justement cette position originale dans le champ de la recherche qui est la vôtre et qui va de pair avec une certaine conception du rôle de l'intellectuel. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous vous considérez comme un intellectuel médiatique ? En fait, le mot médiatique, en général, est utilisé de manière péjorative. C'est-à-dire que être un intellectuel, c'est bien, être un intellectuel médiatique, c'est moins bien. Donc pour ma part, je ne récuse pas, bien au contraire, une participation aux médias. Mais j'essaie de distinguer entre ce qu'on pourrait appeler un intellectuel médiatique et un intellectuel médiatisé. L'intellectuel médiatique, c'est quelqu'un qui est tout entier construit par les médias. Et on voit aujourd'hui qu'il y a dans l'espace public un certain nombre de figures qu'on ne connaissait pas autrement et qu'on ne connaissait pas avant leur médiatisation. J'aspire, pour ma part, à faire en sorte que ce que je peux avoir à dire dans les médias, eh bien, ça s'appuie, d'une part, et ça nourrisse, d'autre part, le travail que j'essaie de faire en tant qu'universitaire. Autrement dit, il n'y a pas une opposition entre les deux, mais ça n'est pas non plus une séparation. Donc, je revendique d'être un intellectuel médiatisé. J'ajouterais un élément qui pour moi est important, c'est que très souvent, on se représente l'espace public uniquement à partir des médias. Or, en fait, l'espace public ou les espaces publics sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des interventions qui peuvent être, comme vous l'avez rappelé, à la radio ou à la télévision, et pas seulement des interventions sur des blogs ou dans des journaux, mais il y a aussi des interventions publiques qui ne sont pas dans les médias, qui sont par exemple pour des associations, qui sont par exemple pour des syndicats, qui sont par exemple pour des groupes militants, qui peuvent être aussi, ça a été le cas à propos du Pacs, d'être auditionnés par le Sénat ou plus tard par l'Assemblée nationale ou par d'autres organismes. Donc je crois qu'on ne doit pas réduire l'espace public aux médias. Les médias font partie de l'espace public, contribuent à construire un espace public, mais pour ma part, j'ai eu le sentiment, depuis un certain nombre d'années, qu'on avait peut-être trop identifié espace public et médias. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, non seulement n'ont pas leur place dans cet espace public médiatique, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, c'est le cas en particulier des minorités, qu'il s'agisse des minorités sexuelles ou des minorités raciales, mais en même temps, ces gens qu'on n'entend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas accès à un espace public. Simplement, cet espace public, ça peut être un contre-espace public. Par exemple, avec les réseaux sociaux. Donc, on doit, à mon avis, s'interroger, d'une part, sur la place des médias dans l'espace public, et d'autre part, sur la multiplicité des espaces publics, avec l'existence de contre-espaces publics. Alors après, une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'universitaires répugnent à être médiatisés, c'est qu'ils ont le sentiment que les contraintes qui sont imposées sont contraires à leur conception du travail scientifique. Ça me paraît tout à fait légitime, mais ça n'est pas mon cas. C'est-à-dire que, pour ma part, je considère que l'effort qui est demandé par les médias, c'est-à-dire une forme de formatage, se donner 1 minute, ou se donner 5 minutes, se donner un paragraphe, ou 2 paragraphes, au lieu d'avoir tout l'espace d'un développement aussi long qu'on le voudrait,
Donc ce formatage imposé, après tout, c'est une contrainte qu'on peut avoir aussi dans son métier, y compris dans son métier d'enseignant. La pédagogie, c'est d'essayer de s'adapter aux circonstances dans lesquelles on est. Si j'ai 2 heures pour faire un cours, eh bien j'ai 2 heures. S'il me reste 5 minutes pour dire quelque chose avant la fin du cours, eh bien il me reste 5 minutes. Justement, avoir 5 minutes pour dire quelque chose, certains chercheurs trouveraient que il pourrait y avoir un manque de rigueur après dans leurs propos. Pour vous, est-ce que avoir 5 minutes, ça peut provoquer des choses positives aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre plaisir à vous dire que vous vous adaptez à ce type de contraintes, avoir un temps limité, éventuellement réagir à chaud aussi sur un événement? Alors c'est 2 choses distinctes. Il y a d'une part la question du format et en particulier du format court, et d'autre part la question de la temporalité, la réaction à chaud. Sur le premier point, c'est-à-dire est-ce qu'il est productif de s'exprimer en peu de mots? Ça peut l'être. Bien sûr, par définition, ça veut dire qu'on ne va pas développer. Mais après tout, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un article scientifique? On développe, mais on se donne quand même un titre. Et le titre, il est censé résumer quelque chose. Donc un titre, c'est pas très loin d'un tweet. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer que la science est longue. Le savoir n'est pas nécessairement dans des formes longues. Il a des formes différentes. Donc d'une part, ça n'est pas forcément un obstacle, mais d'autre part, ça peut être productif, parce qu'effectivement, ça oblige à se dire qu'est-ce que je veux dire vraiment. Mais encore une fois, pour moi, se dire ça n'est pas contraire à la logique du travail universitaire, que ce soit le travail de recherche ou le travail pédagogique, parce que constamment, on a à se poser cette question-là. Il ne suffit pas de se dire « je veux restituer toute la complexité des choses ». Si la complexité finit par effacer l'intention de départ, ou finit par effacer toute compréhension globale, eh bien, on retiendra simplement que tout est très compliqué. Or, pour ma part, j'insiste souvent, y compris pédagogiquement, sur le fait que les sciences sociales, ça repose sur 2 principes. Le premier, c'est plus compliqué. Et le deuxième, c'est ça dépend. Avec ces 2 principes, je crois qu'on décrit à peu près la totalité de ce qu'on peut faire dans les sciences sociales. Ça dépend? Ça dépend, ça permet de se dire que, premièrement, il y a des variations historiques, que c'est pas pareil selon les contextes, mais aussi ça permet de se dire que quand on se dit c'est plus compliqué, eh bien, dans certains cas, il faut se dire le contraire, c'est-à-dire ça dépend. Parfois, c'est plus simple. Et il y a parfois un inconvénient à vouloir absolument insister sur la complexité jusqu'à perdre l'évidence des choses. J'avais été très frappé, et pour moi, ça me sert d'exemple, pas simplement pour traiter de l'actualité, mais plus généralement pour réfléchir en sciences sociales. Il y avait eu, au milieu des années 1990, un procès aux États-Unis d'un homme noir qui avait été tabassé violemment par la police. Et on avait une vidéo de cette violence qui ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé. Or, en fait, à l'issue du procès, les policiers ont été acquittés. Et pourquoi? Bien sûr, il y a d'autres raisons, telles que des raisons raciales. Mais il y avait aussi une raison toute simple, c'est que les avocats des policiers avaient pu, en quelque sorte, décortiquer cette vidéo. Et si on la regardait plan par plan, à la fin, on ne voyait plus rien. Donc, il y a là, je crois, une leçon. C'est-à-dire qu'il est important de se dire que parfois, si on complique trop les choses, on finit par ne plus voir l'évidence. Et c'est vrai en particulier pour des rapports sociaux qui sont des rapports de domination. Les rapports de domination, à certains égards, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire, on le sait. On sait qu'il y a des rapports de domination entre les hommes et les femmes. On sait qu'il y a des rapports de domination racialisés, qu'il y a des rapports de domination de classe. Si on décortique à l'infini, on finira par se dire que c'est infiniment compliqué. Et on aura perdu de vue ce qui est quand même le point de départ, à savoir qu'il y a des rapports de domination et qu'il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour le savoir. Donc si la science nous éloignait de ces évidences, eh bien on aurait perdu, à mon sens, ce qui est quand même une justification du travail scientifique. C'est-à-dire le fait que ça sert à quelque chose. Ça aide à penser des problèmes bien réels.
Là, vous démystifiez d'une certaine manière une certaine image de la recherche qui n'est parfois pas toujours très audible par tous, etc. Est-ce que vous parlez le même langage quand vous écrivez un article scientifique et quand par exemple, quand vous intervenez dans les médias? Je ne dirais pas que je démystifie, dans la mesure où je ne considère pas que ma manière de faire est la bonne, je considère que c'est la mienne. Et je pense qu'il est très bien qu'il y ait différentes manières de faire ce métier. Donc je ne dirais pas que tout le monde devrait faire ce choix. Je crois qu'il faut en avoir envie, il faut y trouver un minimum de plaisir, et il faut s'y reconnaître, c'est-à-dire avoir l'impression que c'est bien ça qu'on a envie de faire. En particulier, pour ma part, je me nourris aussi de travaux qui sont ceux de gens qui ne fonctionnent pas comme moi, qui répugneraient à s'exprimer dans les médias, et que je cite. Donc je ne vais pas considérer que ce qu'ils font n'est pas utile. Simplement, il y a plusieurs manières de faire ce métier, comme c'est le cas de la plupart des métiers, et on ne doit pas considérer qu'une manière doit chasser l'autre. Donc je réponds plutôt à la suspicion qui pèse sur ceux qui, comme moi, peuvent choisir une forme de médiatisation. Donc je crois que ça n'est pas une question de privilégier une manière par rapport à une autre, mais plutôt d'ouvrir la diversité des possibilités d'exercer ce métier. Alors je crois après que quand on regarde cette manière de faire de la science aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de bonnes raisons pour un certain nombre d'universitaires de se méfier de la manière dont va s'opérer cette médiatisation. Ils peuvent très bien ne pas se reconnaître dans la manière dont on va parler de leur travail. Je crois que de ce point de vue-là, la mise en garde d'un Pierre Bourdieu reste tout à fait valide. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question des formats dans lesquels ce qu'on a dit va être répercuté. Par exemple, dans mon cas, ça veut dire que je demande toujours, a priori, à relire les citations. Pourquoi ? Parce que si je parle pendant une demi-heure avec quelqu'un, et que ce journaliste ou cette journaliste en retire quelques phrases, il se pourrait que je ne me reconnaisse pas dans ces quelques phrases, même si je les ai dites littéralement. Parce que le contexte est important. Donc, je demande un droit de regard. Il arrive, assez rarement, que des journalistes ne soient pas d'accord avec cette demande. Et dans ce cas-là, je refuse l'entretien. Donc, ça veut dire qu'il y a une négociation, ce qui me paraît tout à fait légitime. Il me paraît légitime que des journalistes refusent. Mais il me paraît légitime aussi que des universitaires n'acceptent pas les conditions qui leur sont faites. Donc, j'essaye, en général, d'avoir une idée de la manière dont va être utilisé ce que je veux faire. Mais après tout, je crois que là aussi, c'est une sorte de vigilance sur la réception qui n'est pas propre à la médiatisation. Si on intervient dans les médias sociaux, eh bien on sait qu'on peut être cité aussi. Mais on peut être cité plus généralement. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir un morceau de phrase d'un ouvrage que j'ai rédigé, cité abondamment sur Twitter, donc réduit à sa formule de 140 signes, de telle sorte que ça déformait complètement le sens de ma proposition, ça disait un peu le contraire. Et ça a été repris ensuite dans des livres, par exemple dans un livre d'Éric Zemmour. Et comme c'était dans un livre d'Éric Zemmour, ça a été repris ensuite à la télévision par Laurent Ruquier, en m'attribuant donc une proposition qui est le contraire de ce que je dis. Là, on voit bien que le risque d'instrumentalisation, il peut jouer dans toutes les directions. Et pas simplement parce que je me serais exprimé dans les médias, en l'occurrence, je me suis exprimé dans un livre, mais ce qui en ressort, ce sont des bribes médiatisées, d'abord par les réseaux sociaux, puis par les médias. Donc, bien sûr qu'il y a toujours des problèmes de réception. C'est pas seulement quand on parle dans les médias ou quand on écrit dans les médias. Les problèmes de réception, ils se posent toujours. Ils se posent quand on est enseignant, où on est amené à réfléchir à comment mes étudiantes et mes étudiants vont-elles entendre
ce que je suis en train de raconter. Il y a des risques de malentendus constamment. Et en particulier quand on parle, ce qui est mon cas, de sujets brûlants. Pas simplement brûlants par leur actualité, mais brûlants aussi parce qu'ils touchent à des rapports sociaux violents. Les rapports sexuels, les rapports raciaux. Quand on parle de ça en cours, eh bien, évidemment, on est confronté à des gens qui se posent des questions, pas simplement de manière abstraite, mais de manière très concrète dans leur vie, et y compris dans la relation d'enseignement, y compris pour ce qui concerne leur place dans le monde universitaire. Donc, c'est à juste titre que les universitaires se posent des questions sur la réception médiatique et sur l'appropriation de leurs travaux, mais bien entendu, ce n'est pas seulement les médias qui s'approprient, c'est tout le monde. Vous parlez de la réception, il y a effectivement cet aspect-là. Après, les médias ont peut-être une spécificité, c'est plus largement que la réception, le fait qu'il puisse y avoir des débats imposés par les médias. Bernard Lahire, par exemple, parlait de la force des grands médias et il disait que ça tient notamment pour lui à la possibilité qu'ils ont d'orienter la réflexion publique. Comment vous voyez les caractéristiques actuelles du débat public, c'est-à-dire ces effets d'agenda, la manière que les médias ont de traiter la pluralité des opinions, la question du conformisme éventuellement? Le fait d'accepter de jouer le jeu, c'est-à-dire d'accepter de passer une partie de son temps à intervenir médiatiquement, ne veut pas dire, bien évidemment, que je n'aurai pas un regard critique sur les médias. J'ai un regard très critique sur les médias. Ce qui m'amène aussi à faire des choix. Dans certains cas, de ne pas intervenir, de refuser de participer à certaines émissions, ou surtout de refuser d'intervenir sur certains sujets. Donc, bien sûr qu'il y a un rapport critique. Et bien sûr que les médias, à bien des égards, contribuent, ce ne sont pas les seuls, mais à définir de quoi on parle. Tout simplement parce qu'ils vont choisir les sujets d'émission. Ils vont dire de ça on parle pas. La question, c'est est-ce qu'on a une prise là-dessus? Je crois que oui. Comment? Je ne veux pas dire, bien entendu, qu'on arrive toujours à ses fins, mais qu'on ne peut pas considérer qu'on n'arrive jamais à ses fins. Je prendrai un exemple. Dans les débats, il y a une bonne quinzaine d'années sur le Pacs, à l'époque, des positions telles que celles que je défendais, c'est-à-dire pour une égalité stricte des droits, elles étaient inaudibles dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il était considéré comme hors-jeu de faire entendre de telles propositions. Or, finalement, avec d'autres, on a réussi à les faire entendre. Mais comment? Eh bien, entre autres, en essayant de créer soi-même les termes dans lesquels on parle. Ça peut être à travers des tribunes. C'est-à-dire que, pour ma part, au-delà de ce qui est peut-être la partie la plus visible pour ceux qui écoutent la radio ou pour ceux qui regardent la télévision, à savoir quand on est invité, une grande partie de mes interventions médiatiques sont des interventions que j'ai suscitées moi-même, c'est-à-dire en envoyant des tribunes, des textes à des journaux. Et en particulier, je l'ai beaucoup fait dans les années 90 et dans les années 2000, aussi bien avec Le Monde qu'avec Libération, qu'avec d'autres médias. Donc au moment de la loi sur le Pacs. En particulier sur le Pacs, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, malgré tout, on définit les termes dans lesquels on parle. Bien sûr, ça pose la question de savoir, est-ce qu'on va me publier ou pas? Et ça ne marche pas toujours. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai pu trouver qu'il était difficile de faire entendre un certain nombre de choses sur les Roms, parce que les résistances étaient très fortes, et en particulier lorsqu'il s'agissait de mettre en cause celui qui est devenu depuis Premier ministre, Manuel Valls, et en particulier le fait d'essayer de faire entendre qu'il y avait une plainte lancée contre lui pour provocation à la haine raciale par l'association La Voix des Roms. J'ai trouvé qu'il était très difficile de le faire entendre, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la difficulté n'était pas simplement de le dire, mais de faire qu'on l'entende. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de beaucoup le dire dans des médias différents, à la télévision, à la radio, et que je me suis rendu compte qu'en fait, il ne suffisait pas de le dire si ça n'était jamais repris, c'est-à-dire que ça n'était pas entendu. Donc effectivement, il y a une bataille pour essayer de faire entendre les choses. Mais ça, je crois que tout le monde le sait bien. Si on essaie de faire entendre ce que les gens n'ont pas envie d'entendre,
eh bien, il faut se battre. Il faut essayer de trouver des tactiques, des stratégies pour y arriver. Quelles sont justement vos armes, si on parle de tactique et de stratégie, pour réussir à se faire entendre? Est-ce que ça passe justement par le fait de savoir jouer avec les codes médiatiques et de s'en servir pour pas s'y soumettre? Comment ça se passe? Il y a d'abord des choses qui sont extra-médiatiques. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles, dans certains cas, on peut faire entendre quelque chose, c'est parce que ça résonne dans la société avant de résonner dans les médias. Je vais prendre un exemple. J'ai coécrit un ouvrage sur les Roms. Les médias en ont très peu parlé, y compris des médias avec lesquels j'étais lié, mais ça a pu avoir un écho autrement, c'est-à-dire avec des invitations par des associations, un peu partout en France, par des bibliothèques, par des librairies, etc. Donc c'est là qu'on revient au fait qu'il n'y a pas qu'un espace public. Il y a un espace public en dehors des médias. Mais en même temps, si on prend le fait que ces médias, effectivement, c'est important. C'est important d'essayer de se faire entendre. Je crois qu'effectivement, ça veut dire que si on veut faire passer certaines choses, il faut essayer de réfléchir à comment fonctionnent les médias. Il faut essayer de comprendre la règle du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais ça veut dire qu'on peut au moins essayer de mettre certaines chances de son côté. Donc par exemple, ça veut dire qu'on peut choisir des formes d'expression qui soient audibles. Qu'on peut choisir, par exemple, au lieu, alors même qu'on essaie d'exprimer une indignation, au lieu d'avoir l'air furieux, d'avoir l'air de bonne humeur. Ça, c'est des choix rhétoriques. C'est de la présentation de soi, c'est de la présentation de ses arguments. Donc c'est un travail qui n'aboutit pas forcément. Il ne suffit pas d'avoir bien joué pour gagner. Mais on a intérêt à bien jouer si on veut avoir une chance de gagner. Surtout quand on est en train d'essayer de faire entendre, encore une fois, ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Je crois que c'est ça la difficulté. Lorsqu'on essaie de dire ce que les gens pensent déjà, il n'y a aucune difficulté à se faire entendre. C'est lorsqu'on essaye, au contraire, de faire bouger un petit peu les choses, de faire entendre ce qui est considéré comme illégitime, ce qui gêne. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre en œuvre des moyens. Mais encore une fois, le fait que ce ne soit pas gagné d'avance ne veut pas dire qu'on est condamné à renoncer. Donc pour ma part, je considère que l'espace public, y compris l'espace médiatique, ça compte, que ça définit effectivement les termes dans lesquels on parle, et que donc essayer de faire bouger les choses dans l'espace public, y compris dans l'espace médiatique, ça vaut le temps qu'on y passe. Donc finalement, les médias sont une scène, et cette apparition sur cette scène, c'est quelque chose qui est forcément travaillé, enfin qui est forcément... Bien sûr. En particulier, à la différence peut-être d'un certain nombre de mes collègues universitaires, je considère que les interventions publiques en général et les interventions dans les médias en particulier ne sont pas des lieux de vulgarisation. C'est-à-dire que je ne considère pas que je fais un travail et qu'ensuite je vais le raconter sous une forme plus simple à un public non professionnel. En fait, mes interventions, elles font partie de mon travail. Donc elles m'amènent aussi à renouveler mon travail. Y compris parce que je suis amené au fur et à mesure à prendre en compte les réactions. Non seulement les réactions, éventuellement les critiques sur tel ou tel argument, mais aussi les refus d'entendre. Ou au contraire, je suis amené à réfléchir au fait que certaines choses vont beaucoup intéresser les gens. Que d'un seul coup, alors que sur certains sujets on ne veut pas m'entendre, sur d'autres, on trouve que je suis un type formidable. Donc, au-delà du fait que je suis probablement un type formidable, j'essaie de m'interroger en me disant, il se pourrait qu'il y ait des raisons sociales pour lesquelles certaines choses vont passer et d'autres non. Autrement dit, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est ce que j'ai fini par appeler une ethnographie de l'espace public. C'est-à-dire que je ne considère pas que je fais un travail dans le monde clos de l'université pour ensuite aller me lancer dans l'arène publique. En fait, je n'arrête pas mon travail de recherche au moment où je suis en train d'intervenir. J'essaie de réfléchir aux conditions de réception, c'est-à-dire non seulement à manipuler, si l'on peut dire, c'est-à-dire à avoir une prise sur la manière dont ça se passe, mais aussi à l'interpréter. C'est-à-dire qu'il y a un travail intellectuel, un travail qui, à mes yeux, est un travail de sciences sociales pour comprendre comment fonctionne l'espace public. Et une des manières de comprendre comment fonctionne l'espace public, eh bien, c'est la méthode ethnographique
L'ethnographie, c'est quoi? C'est l'observation participante. Autrement dit, il ne suffit pas d'observer, il faut participer. Donc vous êtes vous-même l'objet de votre propre étude? Je fais partie de la scène. Dans l'ethnographie, on peut se mettre en scène ou pas. Mais en tout cas, on est là. Et on est là, pourquoi? Parce que si on veut comprendre ce qui se passe, non seulement il faut le voir, mais il faut en avoir quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un monde, ou on ne peut pas le comprendre complètement, si on y est complètement indifférent, si on n'en a rien à faire. Parce que la réalité, c'est que le monde des médias, il est fait d'investissement, et pas seulement d'investissement économique, mais d'investissement affectif, d'investissement politique. On s'investit dans ces batailles. Donc le fait, pour ma part, d'avoir des investissements, c'est-à-dire de considérer que ce sont des batailles que j'ai envie de livrer, eh bien, à mes yeux, au lieu que ce soit un obstacle à la compréhension, selon une opposition un peu conventionnelle et à mon sens trompeuse entre le savant et le politique, eh bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est la condition de possibilité pour comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai envie de faire entendre certaines choses que je suis amené à réfléchir pourquoi je n'arrive pas à les faire entendre dans certains cas et pourquoi j'y arrive dans d'autres. Donc, ce que j'observe en participant au jeu médiatique me permet de prendre la sphère publique, et en particulier la sphère médiatique, pour objet d'enquête. Donc, il n'y a pas, premièrement, l'enquête, deuxièmement, la vulgarisation. L'intervention publique, pour moi, fait partie de l'enquête. Mais, Éric Fassin, est-ce que, d'une certaine manière, il y a quand même des pièges à éviter ? C'est-à-dire, est-ce que il y a des moments où vous considérez qu'il vaut mieux se taire que d'intervenir? Je pense en particulier à certains débats comme le débat sur l'identité nationale ou à d'autres choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où mieux vaut ne pas intervenir dans l'espace public et notamment dans les médias, d'après vous? Alors, il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux ne pas intervenir. Et là-dessus, j'ai un critère qui est est-ce que j'ai l'impression que ce que j'ai à dire mérite d'être dit? Et mériter d'être dit, c'est un peu flou peut-être, mais c'est par rapport à mes propres conceptions du travail intellectuel, mais aussi par rapport au fait que souvent j'ai l'impression que d'autres sont mieux placés pour le faire. Parce que le risque, une fois qu'on est sollicité par les médias, c'est de l'être bien au-delà de ses compétences, c'est-à-dire de se sentir autorisé à parler de tout et de n'importe quoi. Donc je crois qu'il est important de se surveiller, et de se surveiller non seulement tout seul, mais on est surveillé à la fois par ses proches, mais aussi par la collectivité des universitaires et du monde de la recherche, de se surveiller pour ne pas se retrouver finalement comme une sorte de moulin à parole publique qui pourrait pontifier sur n'importe quel sujet. Ça, c'est une première chose. Mais après, ce que vous soulignez est différent, et effectivement plus compliqué, c'est est-ce qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter parce qu'on tomberait dans un piège qui est de parler dans des termes qu'on ne choisit pas. Je n'ai pas de réponse systématique, je crois qu'il y a des choix à faire. La question s'était posée au moment du débat sur l'identité nationale avec quelques chercheurs qui disaient « n'entrons pas dans le débat » et d'autres qui disaient « débattons ». Mais débattons de quoi ? C'est là qu'il y avait des manières très différentes de faire. On pouvait en débattre en disant l'identité nationale c'est ceci ou cela, ou bien on pouvait en débattre en débattant du débat. Pour ma part, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire, et je n'étais pas le seul, beaucoup d'autres l'ont fait, essayer de prendre pour objet ce qui se passait dans la mise en scène d'un débat sur l'identité nationale. Donc, ça n'est pas tout à fait la même chose que de parler de l'identité nationale. C'est parler du débat sur l'identité nationale. De la même manière, on pourrait se dire que lorsqu'on parle de l'immigration, finalement, on est en train de répéter ce qui se joue déjà dans l'espace public, de participer donc de ce vacarme autour de l'immigration. C'est la raison pour laquelle, avec l'association Cette France-là, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de prendre pour objet la politique d'immigration, et non pas l'immigration. Et donc, en particulier, on avait fini par organiser un audit de la politique d'immigration, mais le simple fait de considérer qu'on ne faisait pas un audit de l'immigration, mais un audit de la politique d'immigration, c'était une manière de décaler la question.
Lorsque, par exemple, je m'intéresse à la question Rome, c'est une manière de dire que je ne travaille pas sur les Roms, mais sur ce qui se passe avec cette construction politique d'une figure qui serait les Roms. Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui ne se réduit pas à l'alternative refuser d'entrer dans le jeu ou entrer dans le jeu. On peut entrer dans le débat, mais en décaler les termes. Et je crois que c'est en général l'option qui est la mienne, c'est de considérer que le travail scientifique n'est pas de dire je ne parlerai que dans mes termes propres sur mes sujets propres, mais je vais essayer de partir du débat tel qu'il est pour lui donner une autre tournure, pour le formuler autrement. Donc je crois qu'il y a là une possibilité qui n'oblige pas à éviter le débat ou au contraire à l'accepter tel quel. On peut, me semble-t-il, reformuler, on peut décaler, on peut prendre du recul, c'est-à-dire poser une question différente en partant de la question qui est posée, renverser la question. Tout ça, c'est du travail intellectuel. Et je crois que ce travail intellectuel, il a une fonction. Parce que il ne suffit pas de constater que les sujets qui sont traités dans l'actualité ne sont pas ceux dont on voudrait voir parler. Le fait est que nous vivons dans une société où ce n'est pas moi qui définis de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on parle dans son coin? Ou bien est-ce qu'on essaie de reprendre pour point de départ ce qui est déjà là, mais pour lui donner un autre visage? Regardez le débat sur la déchéance de nationalité. Je suis convaincu que, comme d'autres débats sur l'identité nationale, sur les Roms, eh bien, c'est une manière d'occuper, de distraire, de nous éloigner d'autres sujets. Donc on pourrait se dire, il suffit de ne pas en parler. Mais le fait que je n'en parle pas n'empêchera pas qu'on en parlera. Donc la question, c'est, puisque de toute façon on va en parler, est-ce que je peux trouver une manière de décaler un peu la question telle qu'elle est posée? Y compris de dire que ça a une fonction qui est de nous faire parler d'autre chose que ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est une manière de contourner un piège qui pourrait être tendu. En tout cas, c'est la volonté de le contourner. Après, l'efficacité de ce qu'on fait, ça dépend et on n'est pas toujours le mieux placé pour la juger. Mais je crois que on est dans des rapports de force. L'espace public n'est pas un espace neutre. C'est un espace qui est organisé par les rapports de pouvoir. Ces rapports de pouvoir, ça veut dire que on essaie de faire entendre des choses qui n'ont pas accès à l'espace public. À partir de là, on est bien obligé de réfléchir à comment ça marche. Et si on réfléchit comment ça marche, on n'est pas sûr de gagner. Mais on peut trouver des techniques, on peut trouver des manières, on peut, en tout cas, essayer de se battre. Donc, à mes yeux, l'espace public, c'est un lieu dans lequel on se bat. Un lieu où il y a de la conflictualité aussi, du coup. Bien sûr. Est-ce que, contourner les pièges, est-ce que ça passe aussi par le fait de ne pas parler parfois de ce sur quoi on vous attend? Par exemple, quand vous avez débattu, parlé sur la question du Pacs, est-ce que vous étiez attendu sur d'autres sujets sur lesquels vous avez décidé de ne pas intervenir ou d'intervenir peut-être moins pour laisser la place à un débat qui vous semblait plus important? Effectivement, dans les années 90, j'ai surtout travaillé sur les États-Unis, sur les questions sexuelles et raciales, mais aux États-Unis. La question s'est posée, à la fin des années 90, de savoir dans quelle mesure ça m'encourageait ou au contraire ça me dissuadait d'intervenir dans le contexte français. Et je me suis bien rendu compte que beaucoup de gens préféraient m'entendre parler des États-Unis, c'est-à-dire d'ailleurs, plutôt que de la France. Pourquoi? Parce que ce que j'avais à raconter sur la France était non plus à distance mais à proximité, donc le sens politique de ce que je racontais devenait plus évident. Donc c'est pour des raisons politiques, je crois, que beaucoup de gens auraient préféré que je parle d'autre chose. Autre chose, par exemple? Autre chose, ça veut dire que, étant donné mon travail, à la fin des années 90, il aurait été tout à fait logique, et ça m'intéressait d'ailleurs beaucoup, d'écrire non pas sur le Pacs,
mais sur ce qui se passait autour de l'affaire Monica Lewinsky avec Bill Clinton. Pourquoi ? Parce que je m'intéressais depuis des années à la construction des scandales sexuels aux États-Unis. J'avais travaillé en 1991, par exemple, sur les accusations de harcèlement sexuel portées contre le juge Clarence Thomas au moment où il était nommé à la Cour suprême des États-Unis. Mais j'avais suivi d'autres affaires, donc je travaillais sur les controverses, sur les polémiques, sur les différends sexuels aux États-Unis. Je m'étais même intéressé à l'histoire des scandales sexuels autour des présidents des États-Unis et au rôle des médias depuis l'affaire de Watergate dans les rapports de pouvoir entre médias, politiques et espace public. Donc j'étais, à mes yeux du moins, particulièrement bien armé pour interpréter ce qui était en train de se passer autour de l'affaire Monica Lewinsky, Bill Clinton. Et j'ai d'ailleurs écrit un certain nombre de textes sur ce sujet. En même temps, ce qui m'est apparu, c'est que ça permettait de faire un travail de sciences sociales tout à fait intéressant qui prenait en compte à la fois une sociologie de l'espace public, mais aussi en même temps une anthropologie des rapports sexuels aux États-Unis, etc. Donc, je faisais mon métier, qui était celui des sciences sociales, en faisant cela. Simplement, je me suis rendu compte que lorsque j'intervenais en même temps sur le PACS, pour suggérer que les sciences sociales n'avaient pas à nous dicter notre conduite, n'avaient pas à nous interdire, par exemple, l'ouverture du mariage et de la filiation aux couples de même sexe, je me suis aperçu que je dérangeais beaucoup plus. Et donc, il m'a semblé qu'il était plus utile, à la fois politiquement, mais aussi plus utile d'un point de vue scientifique, de dire ce que les gens n'avaient pas envie d'entendre, plutôt que de dire quelque chose qui me rendrait sympathique à tout le monde. Donc, je crois que c'est une question de priorité. Étant donné qu'on a un temps limité, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Je ne dis pas du tout qu'on devrait systématiquement faire le choix qui a été le mien. Je crois qu'il faut parfois savoir prendre du recul, qu'il faut savoir se retirer de l'espace public. Je crois aussi, encore une fois, que chacune fait à sa guise. Mais en tout cas, pour ma part, il y a eu un moment où j'ai eu le sentiment que l'urgence n'était pas de raconter une histoire pittoresque qui certes aurait été conforme au canon des sciences sociales, mais d'essayer d'avancer sur un terrain politique, sur un terrain plus problématique, plus contesté. Cette question de l'utilité politique, ça renvoie aussi à la figure de l'intellectuel engagé qui, dans l'histoire, réfère à des figures aussi différentes que celle de Sartre avec l'intellectuel total ou celle de Michel Foucault avec l'intellectuel spécifique. Est-ce que vous vous inscrivez dans un courant de pensée particulier ? À l'époque du PACS, j'avais été amené à réfléchir là-dessus, à expliciter ma propre position, et en particulier en distinguant entre ces figures et en inscrivant le travail que nous avions fait autour du PACS, dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Au-delà du PACS », en l'inscrivant dans une filiation qui était celle de l'intellectuel spécifique tel qu'il est défini par Michel Foucault. Autrement dit, l'idée n'est pas de prétendre trancher de manière générale à partir de valeurs absolues, mais de s'appuyer sur une compétence particulière, pas simplement d'ailleurs dans les métiers proprement intellectuels, puisque ça peut être à partir de l'expérience de la médecine, ou ça peut être à partir de l'expérience du droit, etc. Mais donc de partir d'une compétence particulière pour avoir un regard spécifique sur la société. Ça, c'est ce que j'avais davantage revendiqué à ce moment-là. Je ne sais pas si aujourd'hui je dirais que ça résume la totalité de ce que je fais. Je crois que, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai une vision de mon propre métier qui évolue avec le temps, et qui évolue non seulement avec l'âge, mais aussi avec le contexte. Et en particulier, j'ai eu le sentiment parfois qu'il pouvait y avoir une certaine urgence à intervenir sur certains sujets. Que la question de ma compétence, finalement, n'était pas première. Je vais prendre l'exemple des Roms. J'ai commencé à m'engager sur les Roms avant d'avoir une compétence sur ce sujet. J'ai acquis la compétence en conséquence de mon engagement. Ça n'est donc pas tout à fait ce qu'on appelle un intellectuel spécifique. Je ne veux pas dire que la compétence n'est pas d'importance, mais qu'elle n'est pas forcément
première. Et après tout, on s'aperçoit que c'est souvent le cas. Pourquoi va-t-on choisir de travailler sur tel ou tel domaine? Eh bien, souvent parce qu'on considère que c'est important, parce qu'on s'y intéresse. Et si on s'y intéresse et si on trouve ça important, c'est pas seulement pour des raisons qui seraient internes au champ scientifique, mais c'est aussi parce que ça résonne avec des sujets, avec des préoccupations qui sont les nôtres. Donc je crois que aujourd'hui, je serais peut-être un peu moins assuré pour dire que mon travail est un travail d'intellectuel spécifique. Je crois que l'urgence fait qu'on est amené à, non pas à faire n'importe quoi, j'espère, mais à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on est amené à se dire, est-ce que je peux élargir la palette d'intervention parce que, précisément, il y a un sentiment que l'espace public, il ne faut pas l'abandonner, qu'il ne faut pas considérer que on ne va parler qu'une fois de temps en temps d'un ou deux sujets sur lesquels on se sente compétent. Je crois qu'il faut essayer de voir, à partir de ces compétences, dans quelle mesure ça nous donne un éclairage un peu plus large. C'est-à-dire que je crois que, bien sûr, il ne faut pas renoncer à ce qui fait la force du métier universitaire, à savoir le fait que c'est un métier, donc à la professionnalisation. Mais en même temps, la professionnalisation, ça peut vouloir dire une division du travail qui fait qu'on s'interdit une vision assez large. Pour ma part, je suis assez sensible au fait que c'est une tentation qui, aujourd'hui, accompagne l'évolution du métier des sciences sociales. On s'aperçoit que les conditions d'exercice de ce métier font qu'on se spécialise davantage. Ça n'a pourtant pas forcément été le cas des plus grandes figures des sciences sociales. Par exemple Max Weber couvre un champ extrêmement large, Durkheim aussi, et encore Pierre Bourdieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que moi ou d'autres aurions cette ampleur de réflexion, mais ça veut dire que l'entrée par un angle très étroit n'est pas la seule manière de faire ce métier. Donc je crois qu'on a le droit de se poser la question de savoir si l'entrée particulière qu'on a nous permet de poser des questions plus générales. Et je crois que c'est une exigence qu'on doit essayer d'avoir. Dans quelle mesure ce que je raconte a-t-il une résonance au-delà de mon domaine de compétences initiales? Je vais en prendre deux exemples. Le fait de travailler sur des champs différents, sur les questions sexuelles, sur les questions raciales, sur les questions d'immigration, eh bien ça m'a amené à me poser des questions scientifiques nouvelles pour moi. Donc par exemple, le fait de m'intéresser simultanément aux questions de mariage homosexuel et aux questions d'immigration, ça m'a amené à réfléchir au fait que l'affiliation, c'est un terme qui est au centre de ces deux débats. D'un côté, bien sûr, pour la définition de la famille, mais de l'autre aussi pour la définition de la nationalité, qui est français et qui ne l'est pas. Et donc, le fait de m'intéresser à ces deux domaines, donc d'élargir ma palette, m'a amené à réfléchir à leurs intersections. Donc à mettre en rapport des choses qui n'avaient pas de rapport à première vue, mais qui pourtant se développaient au même moment, dans la même société. Le débat sur l'immigration d'une part, et le débat sur le mariage homosexuel d'autre part. Donc comment les penser ensemble? C'est là que le fait de tenter de sortir de son domaine de compétences strictes et de mettre en rapport des domaines de compétences, ça peut faire voir des choses, ça peut faire penser au rôle, en particulier, de la naturalisation de la famille et de la naturalisation de la nationalité, c'est-à-dire du sang. Ça, c'est un exemple. Mais on pourrait prendre un autre exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit aux questions d'immigration, est-ce qu'on peut le faire sans se poser des questions sur le monde économique dans lequel on vit? Je ne suis pas économiste. Je n'ai pas de spécialité de ce côté-là. Mais en même temps, est-ce que je peux considérer que les politiques d'immigration en Europe n'ont rien à voir avec les politiques néolibérales qui y sont menées? J'ai tendance à penser qu'on a intérêt à se poser cette question. Et que bien sûr, je ne suis pas capable d'y répondre tout seul. Et donc je vais m'appuyer sur des travaux d'autres personnes. Mais donc, c'est un exemple pour moi
de comment penser ensemble l'Europe forteresse et l'Europe néolibérale, eh bien c'est une manière de se dire que je ne vais pas me limiter à une compétence spécifique qui est l'immigration, parce que si je ne prends pas du tout en compte ce contexte des politiques économiques, il me manque un élément fondamental pour comprendre ce dont je parle. Donc ce n'est pas simplement sortir de son domaine, c'est comprendre mieux ce dont on parle en incluant des dimensions qu'on avait laissées de côté. Et je crois que c'est ça aussi le travail scientifique, c'est de s'interroger sur les limites de ce qu'on fait. Au lieu de considérer qu'il y aurait un domaine de compétences qui serait isolé du reste, on est bien obligé de se dire que quand on travaille sur un objet, cet objet, on l'a construit comme un objet. Mais il pourrait être construit autrement. J'ai commencé à travailler sur les questions de sexualité sans m'intéresser du tout aux questions de mariage. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que quand même, ce n'était pas inintéressant de prendre en compte les questions de mariage. Mais une fois que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de mariage, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas inintéressant de regarder aussi du côté des questions de famille, etc. Donc un objet, on le définit provisoirement. On trace son périmètre, mais après, on s'interroge quand même sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc en élargissant les choses, on risque bien sûr de perdre en précision, mais à l'inverse, en rétrécissant, on risque de ne pas voir des dimensions fondamentales qui constituent les objets sur lesquels on travaille. Donc ça, c'est une question qui joue dans l'espace scientifique, mais qui bien sûr a des conséquences politiques. C'est-à-dire de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'objets isolés ou est-ce qu'on parle d'objets qui résonnent avec ce qui se passe par ailleurs dans la société? Cette volonté chez vous de sortir d'une hyper-spécialisation qui caractérise peut-être un moment du monde universitaire, ça induit aussi un certain rapport critique avec le monde académique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. J'imagine. Vous avez une carrière, un parcours professionnel relativement atypique. Est-ce que ce parcours-là, vous avez l'impression qu'il vous fragilise, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'il vous libère et qu'il vous permet de dire ce que vous ne pourriez pas dire sans ça? D'abord, je suis très sensible au fait qu'il est plus facile d'être vieux que d'être jeune dans le monde universitaire. Donc l'avantage, quand on est là depuis un certain temps, c'est que finalement, on est là. Une fois qu'on a un poste, après tout, on est quand même assez libre. Donc bien sûr, on dépend du jugement des autres, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec la désapprobation d'un certain nombre de gens. Donc c'est beaucoup plus difficile pour celles et ceux qui entrent dans le métier, qui sont sommés de se conformer à des attentes précises. Je trouve qu'on n'a pas ce genre d'excuses quand on est là depuis un moment. Après, pour moi, ma critique du monde universitaire sur ce point ne serait pas sur la professionnalisation ou sur la division des tâches ou sur la spécialisation, mais sur l'idée qu'il n'y a qu'une manière de faire des sciences sociales. Je crois qu'on a intérêt à encourager le fait qu'il y ait des manières différentes. C'est quelque chose qui, à mon sens, est devenu plus difficile, parce que, précisément, les attentes normatives d'un monde professionnel se sont précisées. Donc je crois que c'est moins simple que ça ne l'était à un moment où les sciences sociales n'étaient pas encore très institutionnalisées. Lorsque des gens comme Pierre Bourdieu ou comme Alain Touraine ou comme Raymond Boudon faisaient de la sociologie, eh bien ils la faisaient à un moment où la sociologie n'existait quasiment pas comme discipline universitaire. Donc c'était eux, à certains égards, qui définissaient ce qu'ils entendaient par sociologie. Nous ne sommes plus dans le même monde. Donc nous avons à nous poser cette question. Mais on a une marge d'action qui me paraît importante, qui est le fait que les sciences sociales, comme d'ailleurs l'ensemble de la vie universitaire, ça ne se joue pas seulement à l'échelle nationale. Ça se joue de manière internationale. Et de manière paradoxale, on s'aperçoit que l'internationalisation, c'est aussi la possibilité de faire une place plus grande à des conceptions, disons, moins standards du métier. Je vais prendre un exemple. L'anthropologie, c'est pas la même chose en France et aux États-Unis. La sociologie, c'est pas la même chose en France et aux États-Unis. Ça veut dire que quand par exemple, moi en France, je m'intitule plutôt sociologue,
Aux États-Unis, mes interlocuteurs seront plus souvent anthropologues, par exemple. Oui, mais quelle est la différence ? Ça veut dire que, par exemple, les modèles quantitatifs vont jouer un rôle beaucoup plus important pour la sociologie aux États-Unis qu'en France, et que le fait de m'intéresser à l'espace public, qui pourrait apparaître comme une caractéristique de discipline très éloignée de l'anthropologie en France, qui serait plutôt du côté de la science politique, eh bien c'est quelque chose qui est très présent, y compris dans l'anthropologie féministe qui travaille sur la reproduction et qui ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe dans le secret des foyers ou des cabinets médicaux, mais aussi aux débats parlementaires, etc. Donc le fait que les disciplines n'aient pas exactement les mêmes contours d'un pays à l'autre, eh bien, ça peut être, et je prends bien sûr l'exemple des États-Unis, non seulement parce que j'ai depuis 25 ans des liens importants avec les États-Unis, depuis plus de 25 ans, mais aussi parce que c'est évidemment une des références importantes dans le monde universitaire en France. Donc, le fait que les découpages ne soient pas les mêmes, que les règles du jeu ne soient pas les mêmes, eh bien, ça a des effets. Ça donne une certaine liberté. Parce que, en fait, on n'a pas seulement un public professionnel en France, on a un public professionnel à l'étranger. Je peux me dire que certaines des choses que je raconte, peut-être qu'elles n'intéressent pas une partie de mes collègues, mais si elles intéressent des gens qui peuvent être dans différents pays européens ou d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord ou ailleurs, eh bien, ça veut dire que ça existe dans le champ universitaire. Donc, je crois qu'on a intérêt à ne pas avoir une conception provincialisée, en quelque sorte, de la vie scientifique. La vie scientifique, ça n'est pas seulement les pairs, PAIRS au sens français, mais les pairs au sens international. Donc ça donne une certaine latitude. Et je crois qu'on a intérêt à l'utiliser. De manière générale, je pense qu'on a intérêt à ne pas entériner, en quelque sorte, les contraintes normatives qui sont celles de son métier. On doit accepter, bien sûr, des règles du jeu, mais on ne doit pas aller au-devant des attentes normatives. Mais quelles sont ces attentes normatives dans le monde universitaire français ? Ces attentes normatives, par exemple, elles ont, jusqu'à présent, enfin depuis en tout cas que j'essaie de moi-même avoir une carrière universitaire française, je me suis quand même bien rendu compte que ma manière de faire n'était pas la plus typique. De quel point de vue, justement ? En particulier, pour ce qui est de l'engagement public. Donc, comme tout le monde, le jugement de mes pairs m'importe, mais outre le facteur d'âge que j'évoquais auparavant, le fait de pouvoir considérer que mes pairs, ce ne sont pas seulement mes pairs français, mais que ce sont mes pairs de manière internationale, eh bien, ça permet de m'encourager dans certaines voies où j'aurais pu me sentir un peu découragé par ailleurs. Travailler par exemple dans le champ des études de genre en France n'a pas toujours, et beaucoup de femmes féministes engagées dans ce domaine le savent, qui souvent l'ont payé beaucoup plus cher que moi, n'a pas toujours la faveur de nos collègues. Et précisément, c'est souvent au nom de la science qu'on s'entend dire que ce ne seraient pas des études rigoureuses, que ce seraient des études engagées, que ce seraient donc des études trop politiques pour être vraiment scientifiques. Donc là aussi, l'internationalisation des études de genre, eh bien ça compte. Donc votre démarche, l'engagement de votre démarche est plus reconnu aux États-Unis qu'en France ? Oui. Mais même pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout. En fait, il est... ce qui peut être regardé avec des sentiments mêlés par un certain nombre de collègues, non seulement ne pose pas problème à l'étranger, mais plutôt considéré comme un atout. Je n'ai jamais vu, alors il est vrai qu'il y a un biais, mais j'ai l'occasion d'intervenir dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'universités différentes. Loin que mon engagement public soit considéré comme un problème, c'est considéré plutôt comme un atout.
Donc, je ne dis pas qu'en France, ce soit forcément un handicap. Je crois que ça l'est, par exemple, quand on cherche un poste, c'est-à-dire à des moments stratégiques. Je pense que beaucoup de collègues universitaires, qu'ils s'engagent eux-mêmes dans l'espace public ou pas, sont d'accord que c'est une des fonctions importantes pour les sciences sociales. Donc je ne voudrais pas caricaturer le monde des sciences sociales en France. Simplement, le fait de s'engager publiquement peut être utilisé contre soi. Mais je crois qu'il y a là une bataille qui d'une part renvoie à une histoire des sciences sociales et du monde universitaire en France. C'est-à-dire l'imposition d'un modèle pseudo-wébérien du partage entre le savant et le politique. C'est pas du Weber, mais c'est du Weber traduit par la droite sociologique depuis Raymond Aron. Avec l'impression qu'il faut choisir, soit on est un savant, soit on est un politique. Ce n'est pas ce que raconte Weber, et en particulier, il ne propose pas une vision neutralisée de la science. La science n'est pas neutre. La science a un point de vue sur le monde. Et en particulier, quand on fait des sciences sociales, on décrit le monde, et donc on décrit le monde dans des termes particuliers. Est-ce qu'on parle de classe ou pas? Est-ce qu'on parle de genre ou pas? Est-ce qu'on parle de race ou pas? Les langages qu'on va choisir, ils déterminent ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a pas de manière neutre de décrire le monde, il y a des perspectives différentes sur le monde, il y a des savoirs qui sont situés. Donc ça, le fait que, au lieu, comme le féminisme nous y engage, d'être attentif au fait que les savoirs sont situés, le fait de privilégier une opposition antithétique entre le savant et le politique, ça correspond à une histoire politique qui est de la dépolitisation, qui est en l'occurrence de la droitisation du savoir en France. Après, je pense qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, je le disais, autour de la professionnalisation. Mais en tout cas, il me semble qu'on a intérêt à s'interroger sur tout ça, c'est-à-dire le métier qu'on fait, il n'est pas défini une fois pour toutes. Donc en fait, ceux qui, comme moi, sont en poste, sont dedans, eh bien ils contribuent à le façonner. Donc pour ma part, je n'aspire pas à imposer une manière de faire, mais à dire que cette manière de faire est possible. Et comment? Eh bien en l'incarnant. Et donc, en l'incarnant de manière visible pour que des gens qui apprennent le métier puissent se dire c'est une des manières possibles de faire ce métier. Donc, à mes yeux, cet engagement public, il a aussi une fonction pédagogique. Parce que je crois que quand on est universitaire, quand on est prof, eh ben, on incarne des manières de faire ce métier. Et il est bien qu'il y ait plusieurs manières disponibles et pas simplement une. C'est-à-dire que des gens qui se disent « j'aimerais bien devenir sociologue » puissent se dire « je peux l'imaginer de cette manière-là ou de cette autre manière-là ou encore d'une autre, ou même je peux refuser toutes ces manières, mais je ne vais pas les prendre comme étant des données définitives sur la vérité ultime du métier ». Mais cette manière que vous avez d'incarner votre métier, Éric Fassin, en liant à la fois, en liant deux figures, le savant et le politique, est-ce que c'est une manière qui existe chez vous dès le départ? C'est-à-dire, est-ce que ça a toujours pour vous été lié? Non, ça s'est construit. Je suis parti de l'idée que les deux choses étaient bien distinctes. Donc, comme tout le monde, je réfléchis au fur et à mesure, et donc ma vision de ce que c'est que les sciences sociales a évolué. Quand je dis comme tout le monde, parce que, par exemple, ce que dit Pierre Bourdieu sur le champ scientifique dans les années 80 n'est pas la même chose que ce qu'il fera dans les années 90. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas une définition immobile de ce qu'on fait, et en tout cas, je le vois sur ma propre trajectoire. Le paradoxe pour moi, c'est que j'étais parti d'une vision rigoureuse d'un partage entre le savant et le politique, et que justement, en essayant de traiter rigoureusement, scientifiquement, anthropologiquement, les controverses
féministe aux États-Unis, eh bien j'étais amené à récuser ce qui était une sorte de cliché social en France, selon lequel l'Amérique était puritaine, selon lequel les féministes étaient hystériques, etc. Et donc, le fait de traiter sérieusement les controverses féministes aux États-Unis, ça voulait dire prendre au sérieux. Et donc, c'était déjà une prise de position politique, indépendamment de tout jugement sur un accord ou un désaccord avec telle ou telle position. Simplement prendre au sérieux, c'est-à-dire ce qu'on fait forcément quand on fait de l'anthropologie. Si on va étudier telle ou telle population, on ne va pas commencer à ricaner. On va essayer de comprendre. On va essayer d'entrer dans la logique des gens. Donc c'est vrai aussi quand on va étudier le féminisme. On ne va pas étudier le féminisme en ricanant. Sinon, on ne fait pas de l'anthropologie. On fait juste de la polémique. Mais du coup, prendre au sérieux, c'était déjà un choix politique. Et c'est ce que j'ai compris a posteriori en voyant les réactions provoquées par mes analyses. C'est-à-dire lorsqu'on me reprochait de ne pas critiquer le féminisme, de ne pas critiquer ce qui était perçu comme une hystérie ou comme un puritanisme aux États-Unis. Donc je me suis rendu compte que, en essayant d'être neutre, je prenais déjà parti. Parce que prendre au sérieux, c'était prendre parti. C'était refuser une vision caricaturale des choses. Donc c'était refuser l'antiféminisme. Donc je me suis retrouvé, en quelque sorte, féministe sans l'avoir prévu, et engagé sans l'avoir voulu. Prendre parti, c'est aussi viser des effets concrets. Et pour finir, jusqu'où peut aller l'engagement politique du sociologue, peut aller son implication dans le champ politique pour vous? D'abord, la question ne se règle pas selon un principe a priori, mais en fonction des contextes, comme toujours. Ensuite, la question n'est pas pour moi de savoir est-ce que je me conforme à un idéal de ce que c'est que la sociologie, mais étant donné la situation, à quoi je veux consacrer mon temps. Alors après, je pense que ça veut dire que je n'ai aucune difficulté à travailler avec des associations, par exemple. Au contraire, parce que ça participe non seulement de la vulgarisation, c'est-à-dire de la diffusion de ce que je raconte, mais aussi ça participe de mon ethnographie de l'espace public. Puisque l'espace public, c'est pas seulement les médias, c'est aussi les acteurs publics. Donc, pour moi, travailler avec des associations est intéressant et est important. Mais aussi parce que je me dis que si je travaille sur les questions raciales, il serait quand même bizarre de ne pas travailler avec la voix des Roms, par exemple. Mais je me dis aussi que si je travaille sur ce que c'est que les discriminations, sur ce que c'est que le racisme, je peux être amené à travailler dans certains cas avec des élus, et dans d'autres cas, où parfois c'est la même chose, avec des représentants associatifs. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de limite. Ou en tout cas pas de limite a priori. Ça ne veut pas dire que je serais prêt à faire n'importe quoi, mais ça veut dire que je ne peux pas exclure a priori de faire certaines choses. Donc si certaines choses ont des effets, par exemple, je crois que l'engagement autour de l'égalité des droits du Pacs au mariage pour tous a eu des effets, non pas forcément des effets directs, mais ça a participé d'une évolution des choses. Tant mieux, c'est ce que je souhaitais. J'ai essayé de faire que ce soit le cas. Ça ne veut pas dire que mon travail va être un travail d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui va résumer la vérité scientifique pour qu'elle soit disponible pour les politiques. Ça n'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie de proposer un regard critique sur la manière dont on se pose les questions. Donc en ce sens-là, je revendique bien davantage une posture d'intellectuel critique qu'une posture d'expert. Mais évidemment, en m'appuyant sur une compétence, le plus souvent. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette compétence a priori, j'ai intérêt à l'acquérir rapidement. Parce que s'il me paraît urgent d'essayer de dire des choses, eh bien, je ne peux pas le faire simplement au nom de mes opinions.
je dois essayer de nourrir scientifiquement cette intervention. Mais la nourrir scientifiquement, c'est pas simplement, en gros, comme si on partait à zéro. Même dans un domaine sur lequel je n'ai pas travaillé, je n'ai pas le sentiment de partir à zéro parce qu'il y a le métier des sciences sociales que j'ai acquis depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire une certaine manière de regarder les choses. Donc ça n'est pas tout à fait la même chose que de s'improviser sociologue du jour au lendemain. Ça fait en gros 30 ans que je fais ce métier. Donc sur une trentaine d'années, on acquiert quelque chose comme un métier. Ça ne veut pas dire qu'on peut parler de tout, mais ça veut dire que quand on commence à travailler sur un sujet, on ne part pas à zéro, parce que ça résonne avec les autres choses qu'on a faites. C'est la raison pour laquelle je ne trouve pas aberrant de commencer à travailler sur les Roms alors que ça n'était pas le cas quelques années plus tôt. Je n'ai pas l'impression que c'est transgresser une règle scientifique, c'est au contraire m'appuyer sur tout mon métier, c'est-à-dire sur l'apprentissage de techniques, mais aussi sur l'apprentissage de problématiques, c'est-à-dire sur la formulation de certaines questions. Donc on ne part pas à zéro, même quand on commence à travailler sur un objet nouveau, dès lors que c'est son métier. Merci. Merci bien.